Bonjour à tous. On va commencer cette table ronde. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre du Risque Summit 2022. Autour de cette table ronde, donc le cyberespionnage entre espionnage industriel et guerre interétatique. Alors, lorsque nous avions imaginé cette table ronde il y a quelques mois maintenant, on ne pensait pas qu'elle allait être autant d'actualité. Et c'est ce qui va être aussi enrichissant, je pense, notamment avec le panel que nous avons aujourd'hui. Je suis en compagnie de Geoffrey Célestin Urbain. Bonjour. Vous êtes le chef du CICE, le service de l'information stratégique et de la sécurité économique de la DGE, donc Direction Générale des Entreprises. Général Éric Buquet, bonjour aussi. Vous êtes le DRSD, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense. Monsieur Gabriel Debrosse également, vous êtes le directeur de la sécurité du groupe La Poste. Et Guillaume, vous êtes donc le sous-directeur cyber de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Alors ces 2 derniers mois, l'Ukraine a été la cible de plusieurs attaques de cyberespionnage et bien qu'aucune attribution officielle n'ait encore été déclarée, ces faits soulignent le poids du cyberespionnage dans les crises géopolitiques contemporaines. Rappelons-le, le cyberespionnage se définit comme l'ensemble des actions menées dans le cyberespace, consistant à infiltrer clandestinement ou sous de faux prétextes les systèmes informatiques d'une organisation ou d'un individu et à s'emparer de leurs données pour les exploiter. Alors ce phénomène qui est central aujourd'hui a été rappelé aussi par le directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupart. Et il disait récemment, on passe le plus gros de notre temps non pas sur l'errance logicielle, mais sur des infrastructures d'espionnage que l'on découvre à la lampe torche chaque semaine. Il y a une agressivité globale dans le cyberespace de la part des grands États, et c'est le sens de l'histoire. Alors sur ces quelques mots du directeur de l'ANSSI, et afin de bien saisir la diversité des enjeux du cyberespionnage, tant d'un point de vue étatique qu'économique, pouvez-vous, s'il vous plaît, messieurs, nous expliquer vos périmètres d'action? Concrètement, quelles sont vos missions? Monsieur Geoffrey Célestin Urbain, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Vous avez récemment déploré 30 à 50 nouvelles alertes de sécurité économique chaque mois depuis la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle et ce que fait l'émission du CICE, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Ma mission, c'est de diriger un service qui s'appelle le CICE, qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais j'espère qu'il le deviendra un petit peu plus à la suite de cette table ronde, qui est le service de l'information stratégique et de la sécurité économique, qui est un service qui est responsable du pilotage au sein de l'appareil d'État, de la défense, des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la nation. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait, mais si je reformule ça en des termes un petit peu plus concrets, notre objectif, notre mission en tous les cas, c'est de protéger tout ce que l'économie française compte d'actifs stratégiques face à toute forme de menace économique étrangère. Donc en fait, on est une espèce de tête de réseau à la tête d'une chaîne de valeur quelque part qui, à partir de multiples informations stratégiques sur des alertes qui portent sur des actifs stratégiques, va produire des décisions de sécurité économique pour neutraliser les menaces étrangères sur ces actifs. Alors ces actifs, il y en a de 3 sortes. Ce système n'existait pas il y a à peu près 2-3 ans. On a d'abord des entreprises stratégiques que l'on considère comme étant stratégiques. C'est une liste dont le contenu est strictement classifié. Ce que je peux vous dire sur cette liste, c'est qu'en fait, elle est assez large. Elle nous permet de brasser des secteurs qui auparavant étaient déjà considérés comme des secteurs de souveraineté, comme la défense, l'aéronautique, l'espace, etc. Mais en fait, la nouveauté de cette liste, c'est qu'on brasse maintenant beaucoup plus large. On embrasse non seulement des groupes cotés, mais en plus des startups, notamment des startups du cyber, des PME qui sont extrêmement technologiques, des sous-traitants de grandes chaînes de valeur. Et puis en termes de secteur, on va jusqu'à toucher l'agroalimentaire, la santé, les biotech, etc. Donc je pense que ça c'est un message assez important, c'est que la sécurité économique il y a quelques années n'existait pas en tant que corpus doctrinal et n'avait pas de référentiel partagé au sein de l'administration. Maintenant on a un référentiel partagé avec des entreprises stratégiques que l'on considère tous au sein de l'administration comme des entreprises stratégiques. Donc ça, c'est la première liste, et on en a 2 autres qui sont plus récentes. Une liste de technologies critiques pour l'économie française, qui là encore est assez large, et qui est aussi classifiée. Et puis enfin, une liste de laboratoires publics sensibles du point de vue de la souveraineté.
parce qu'on s'est rendu compte que la menace économique étrangère s'était pas mal déplacée au cours des dernières années en amont des chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus uniquement à protéger des entreprises contre des menaces de rachat et autres étrangers. On cherche aussi à protéger des laboratoires publics très très en amont des chaînes de valeur parce qu'ils sont largement ciblés par des intérêts étrangers de part et d'autre du globe qui cherchent à acquérir en France à très peu de frais les briques technologiques qui leur manquent. Et donc ça, c'est une zone de vigilance extrême pour nous, très élevée en tous les cas. Et donc on a adapté notre dispositif pour pouvoir couvrir aussi ce qui était jusqu'à présent un angle mort de notre politique, c'est-à-dire cette notion de ce domaine de la recherche publique. Voilà, en très bref. Merci beaucoup. On va passer à vous maintenant, Général Buquet. En tant que représentant de la DRSD et directeur de la DRSD, aujourd'hui, quelles sont les missions de votre direction et quel est votre périmètre d'action? Donc, bonjour à tous. Donc, d'abord, permettez-moi de vous rappeler ce que c'est que la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Donc, c'est un service en fait de contre-ingérence. Donc, c'est le service de contre-ingérence du ministère des Armées. Et donc cette contre-ingérence, c'est-à-dire donc il faut détecter, caractériser et si possible prévenir toute action d'ingérence qui pourrait avoir comme impact notre ministère, aussi bien sur le plan des personnels, des installations, des informations et des infrastructures sensibles, que sur celui des entreprises. Et là, on est parfaitement en lien avec le CICE, puisqu'en fait, dans le domaine de la sécurité économique, nous remontons toutes nos informations vers l'Élysée et vers Bercy, et en particulier vers le CICE. Alors, cette sphère de défense élargie, évidemment, est une priorité. Et aujourd'hui, dans le contexte de la crise russo-ukrainienne, évidemment, quand on parle de base industrielle et technologique de défense, on parle des outils de souveraineté qui permettent de construire les armes pour protéger notre démocratie et protéger notre liberté. C'est quand même devenu un vrai sujet depuis une quinzaine de jours et donc on en parle de plus en plus, d'où l'importance de cette DRSD qui permet en fait de protéger le mieux possible ces entreprises. Alors une fois qu'on a dit ça, quelles sont les menaces? Les menaces qui s'impliquent sur notre sphère de défense, c'est les menaces terrorisme, que tout le monde se souvient, l'espionnage évidemment, le sabotage, la subversion et le crime organisé. Et toutes ces menaces peuvent s'appliquer sur nos entreprises de la défense. La difficulté de nos entreprises de la défense, de ces 4000 entreprises, c'est qu'elles sont très hétérogènes. Vous avez aussi bien des grands groupes du CAC 40 que des start-up, des PME, des ETI ou des TPE. Et que donc cette hétérogénéité dans les formes et dans les statuts fait que ces entreprises ne sont pas toutes préparées à la menace cyber. Et c'est évidemment pour nous une difficulté, c'est de pouvoir systématiquement apporter la bonne réponse en fonction de l'interlocuteur que l'on aura en face de nous. Alors si on prend un exemple récent, en dehors de la BITD, la semaine dernière, il y a eu Toyota qui a quand même arrêté 28 chaînes de production, une journée complète sans pouvoir produire de voitures, tout simplement suite à une attaque cyber à travers sa supply chain. Et donc c'est bien ça, en fait, l'objectif aujourd'hui de la DRSD avec tous les acteurs du cyber en France, c'est d'éviter que ça arrive, c'est d'éviter que nos entreprises ne puissent pas produire et travailler correctement. Voilà, de manière simplifiée, comment je pourrais aborder le sujet. Merci, Général. À votre tour, oui, peut-être commencer par Monsieur Guillaume. Donc comment s'intègre votre service dans la lutte contre le cyberespionnage ? Alors la DGSI est organisée autour de 3 grandes missions pour lutter contre l'espionnage. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espionnage, c'est un phénomène qui est quand même assez large et assez divers, qui va évidemment de l'espionnage classique, de l'espionnage des services étatiques qui ne sont pas forcément dirigés uniquement contre les entreprises, à l'espionnage industriel et économique. Et donc pour essayer de couvrir tout ce champ d'action, la DGSI est organisée autour de 3 grandes missions. La première, c'est évidemment le contre-espionnage classique, où là on va travailler tout simplement sur les services de renseignement adverses, leurs agents, leurs opérations clandestines, pour essayer de à la fois détecter, enfin prévenir, détecter et entraver ces opérations de façon à protéger évidemment les intérêts fondamentaux de la nation. On travaille également autour de la protection du patrimoine économique français. Donc là, c'est un travail qui est éminemment interministériel, notamment avec le CICE, où là, la DGSI va suivre toute une série d'acteurs économiques qui sont considérés comme prioritaires et stratégiques.
Et enfin, la dernière mission et sans doute la plus récente, c'est la mission cyber en général, où là, on va lutter contre finalement les outils qui sont déployés par les principaux acteurs de l'espionnage, de façon à, encore une fois, détecter leurs opérations et les entraver. Là aussi, c'est une mission qui est éminemment interministérielle, puisque la DGSI contribue avec d'autres services à la mission de cyberdéfense sous l'égide de l'ANSSI, où il y a une coopération qui est quotidienne sur tous ces sujets. Aujourd'hui, les priorités en matière de lutte contre l'espionnage, alors c'est évidemment, encore une fois, l'espionnage classique, puisqu'on assiste à une résurgence finalement des volontés de puissance étatique de beaucoup d'acteurs dans le monde. Donc, je ne vous fais pas dessin avec la Russie notamment en ce moment. Et en matière cyber, les priorités, c'est justement essayer de détecter les opérations de ces services adverses. Alors quand on parle d'opérations cyber, c'est évidemment le cyberespionnage, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier également les opérations de sabotage, c'est ce qu'on peut voir éventuellement en Ukraine, et les opérations d'influence cyber. Et puis il ne faut pas oublier non plus la lutte contre une forme de cybercriminalité qui peut être utilisé à des fins d'espionnage, notamment c'est tout ce qui est attaque par rançongiciel, puisque aujourd'hui on constate que la quasi-totalité des attaques par rançongiciel qui sont menées aujourd'hui sont systématiquement accompagnées d'exfiltration de données de façon à accroître la pression au paiement de la rançon pour les victimes, mais on peut tout à fait imaginer que ça dissimule ou accompagne une opération de cyberespionnage classique. Donc voilà un petit peu comment on travaille. Pour accéder à ce phénomène, on a trois angles d'attaque. On travaille à partir des auteurs. Donc là, on va travailler sur finalement les gens qui portent ces menaces, en priorité les services étatiques. On va travailler sur les victimes. Donc la DGSI a mis sur pied un réseau territorial qui lui permet, pour les sociétés ou les entités qu'elle a vocation à suivre, de faire remonter des incidents de sécurité informatique et d'aider les entreprises dans la prise en charge de ces phénomènes, puisque aujourd'hui le paysage français est quand même assez hétérogène et pas toujours très lisible pour quelqu'un qui n'appartient pas au Cénacle. Et le troisième angle, c'est l'angle technique, notamment pour les opérations cyber. Voilà. Merci Guillaume. À vous, Gabriel Debrosse, donc, vous avez un statut un petit peu particulier puisque vous avez un passé, vous avez une carrière dans le public, et aujourd'hui vous êtes directeur, comme je le disais tout à l'heure, directeur de la cybersécurité du groupe La Poste. Quels sont vos rôles et quelles sont vos missions aujourd'hui ? Alors, mes missions sont directement liées à l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc 260 000 personnes, environ 800 filiales, quelques très grands métiers, notamment ceux qui sont les plus ciblés par les attaques cyber, la banque, l'assurance, qui sont toujours les top 2 dans le top 10, si je puis dire, des secteurs les plus ciblés. Une présence dans 48 pays, dont certains sensibles. Une mission qui est la protection des dirigeants. Nous sommes un très gros hébergeur de données de santé. Nous sommes un producteur de services numériques. Nous avons 20 millions de clients à la banque. Nous avons historiquement un fichier qui s'appelle le Service national de l'adresse, et vous êtes tous dedans. Ma réflexion, c'est comment est-ce que je protège ce patrimoine qui dépasse très largement celui de l'entreprise et qui attire toutes les convoitises. Et effectivement, le cyberespionnage est un mode d'action auquel nous sommes exposés. L'information qui est menacée, c'est la donnée en général, mais si vous prenez données financières, données de santé, données personnelles, voilà ce qu'il nous faut retrouver ou éviter de retrouver dans le dark ou partout. Nous ne souhaitons pas que ça apparaisse. Donc voilà un petit peu mon périmètre et voilà ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, quel est votre regard, vous tous, sur les menaces qui pèsent dans vos domaines de responsabilité ? Si on suit Allez, on y va, oui. le même ordre, déjà, si on devait dresser un état de la menace économique étrangère, déjà on n'avait pas de statistiques vraiment avant, maintenant on en a, donc c'est assez pratique, je peux vous les partager.
Déjà au plan quantitatif, en fait, ce qu'on observe depuis début 2020, c'est une intensification de cette menace économique étrangère. On a eu à traiter au CICE en 2020 350 alertes de sécurité économique. Donc quand je dis alerte, c'est quand on est en présence d'une cible côté français qui est classifiée comme stratégique, d'un acteur étranger qui est lui-même connu défavorablement, qui a un track record négatif, qui a des liens avec des États étrangers, etc. Et que l'opération qui met en jeu la cible et l'agresseur ou le prédateur, entre guillemets, est une opération qui a des impacts plus ou moins existentiels. Donc ça, c'est une alerte de sécurité économique. 350 en 2020 et à peu près 480 en 2021. Donc ça nous met sur un rythme de croissance de 39% quand même, d'une année sur l'autre. C'est pas négligeable. On est à peu près cohérent avec les chiffres qui sont sortis hier dans la presse sur les intrusions critiques qui ont été répertoriées par l'ANSSI. C'est un hasard parce qu'on n'est pas sur les mêmes périmètres, mais vous pouvez retenir en gros 40% d'augmentation. Il y a eu un effet très net du Covid, c'est-à-dire que déjà dès le deuxième trimestre 2020, par rapport au premier trimestre 2020, donc au moment où le Covid est arrivé, on a eu un doublement des alertes d'un trimestre sur l'autre. Et globalement, ensuite, ce qu'on a observé, c'est une espèce de remontée du niveau des eaux, c'est-à-dire l'état de la menace, et c'est vraiment intensifié. En moyenne, on est donc entre 40 et 50 nouvelles alertes par mois. Je dis bien que c'est des nouvelles alertes répertoriées, donc ça vient s'ajouter à un portefeuille d'alertes qui est évidemment très volumineux. Et donc ça fait à peu près entre 1 et 2 nouvelles alertes par mois. Ça, c'est le volet quantitatif. Au plan qualitatif, la première menace, statistiquement, de sécurité économique, c'est une menace d'ordre capitalistique. Ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire le rachat par des intérêts étrangers d'entreprises que l'on considère comme stratégiques. Ça représente à peu près 40% de l'ensemble des alertes que l'on traite. Le capitalistique est aussi une espèce de catégorie assez protéiforme, puisqu'on peut avoir des rachats, des prises de contrôle. On peut avoir aussi un fonds activiste qui va être assez mal intentionné et qui ne sera pas uniquement préoccupé par le profit, mais par une vraie volonté de déstabiliser certains groupes cotés. On peut avoir une start-up qui prépare une levée de fonds et qui ne trouve pas de fonds en France et en Europe, et donc qui va se tourner naturellement vers des fonds étrangers, notamment les États-Unis, ce qui se traduit à court et moyen terme par le basculement d'une partie des activités de cette entreprise. Donc ça, c'est le capitalistique. Il y a des choses très variées. Et donc nous, notre réponse au risque capitalistique est elle-même très variée. On épouse les différents cas qui peuvent se présenter. La deuxième menace, c'est tout ce qui concerne la tentative de captation de technologie et de propriété intellectuelle. Ça représente 38% des menaces de sécurité économique, statistiquement. Ça prend parfois des formes absolument hallucinantes et l'anecdote est croustillante, mais elle est bien réelle et elle est triste. De délégations étrangères qui se présentent sur des sites industriels extrêmement sensibles en France. Et l'un des membres de cette délégation étrangère, dont je tairai la nationalité, mais que vous pouvez quand même imaginer, je pense, pas 36 000 pays éligibles à ce genre de comportement, laisse malencontreusement traîner sa cravate dans une solution chimique présente sur le site pour pouvoir récupérer donc un petit peu de cette solution chimique et l'envoyer à expertiser dans son pays d'origine pour essayer de rétro-ingénierer la formule et puis de pouvoir capter cet avantage technologique français. Donc ça peut être une forme de captation. La troisième menace, c'est la menace cyber. Et encore une fois, nous, on ne répertorie pas toutes les attaques cyber en France. On ne répertorie que les attaques cyber qui portent sur des cibles, des entreprises ou des labos qui sont stratégiques du point de vue de la sécurité économique. Et là, on a observé, rien que sur les 2 premiers mois de 2022, janvier-février, un quadruplement par rapport à la même période en 2021. Alors ok, c'est que 2 mois, mais je pense que ça illustre très bien, même avant la crise ukrainienne, le fait que cette menace a quand même beaucoup augmenté et qu'elle touche de manière un peu proportionnelle, en tous les cas, homothétique, nos entreprises stratégiques. Et la quatrième menace, c'est quelque chose qui est connu sous le vocable de lawfare, c'est-à-dire l'utilisation du droit avec une portée extraterritoriale. Le général Buquet en a beaucoup parlé récemment, à des fins de guerre économique, en fait. L'utilisation de l'arme normative dans la guerre économique. Et donc on observe effectivement toutes sortes d'entreprises françaises, grandes et petites, qui sont en proie à des procès à l'étranger. Ça, c'est la forme la plus officielle, on va dire, ou parfois des demandes d'informations très informelles de la part d'autorités étrangères et qui se traduisent potentiellement par l'aspiration d'informations très sensibles de ces entreprises stratégiques françaises vers des autorités étrangères. Et donc ça, statistiquement, c'est une menace qui est en train de monter. Et c'est souvent, j'exagère un peu, parfois,
ce type de menace-là le prélude à des menaces de type capitalistique. C'est-à-dire que la menace étrangère est une menace souvent combinée. C'est rarement du capitalistique pur ou de la captation d'informations sensibles pure. Généralement, c'est une palette d'outils qui est utilisée par nos prédateurs, en tous les cas pour nous fragiliser. Je ne peux rien vous dire d'officiel et de public sur la traçabilité, sur l'origine géographique de cette menace. Ce que je peux vous dire, c'est, et vous le comprendrez tous, et c'est intuitif, on n'a vraiment aucun ami dans cette guerre économique. Je pense que tout le monde comprendra ce que ça signifie. Et nos partenaires commerciaux sont aussi nos concurrents, sont aussi nos rivaux stratégiques, et sont aussi dans certains cas nos prédateurs. Et dans cette guerre économique, toutes les grandes puissances sont dans le bain, quoi, sont dans le mix. Voilà. Merci. Alors 2-3 remarques par rapport à ça. On est vraiment dans une guerre économique, là je reprends ces propos, hein, et actuellement nos alliés sont aussi des concurrents. Je veux dire qu'on peut être très bien tout à fait en phase dans le domaine militaire et politique, et en même temps on est en concurrence sur le plan économique. Ça, il faut en avoir tous conscience. Et donc quand on parle de souveraineté dans le cadre de la crise actuelle, ça peut aller très loin. La deuxième remarque là, sur les rachats capitalistiques par des étrangers, c'est très souvent que ça peut être couplé justement à une attaque cyber auparavant qui permet d'atteindre la réputation de l'entreprise et donc de l'affaiblir et voir son cours de bourse descendre. Donc très clairement, il peut y avoir des opérations combinées avec une action cyber qui permet ensuite de faire un rachat capitalistique. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme ça a été dit, c'est qu'il ne faut pas que se concentrer sur la crise russe et ukrainienne. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Et donc, on va tous cibler sur la menace potentielle des hackers russes. Mais très clairement, il y a d'autres personnes qui nous veulent du mal dans le domaine économique et qui cherchent à récupérer de l'information. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la semaine dernière, le groupe Conti, que tout le monde connaît, a explosé, puisqu'il y avait d'un côté des russophones et de l'autre côté des Ukrainiens, et que les russophones ont soutenu Poutine et les Ukrainiens n'ont pas voulu. Et donc, il y a un certain nombre, des quantités d'informations qui sont en train d'être délivrées sur le net et qui vont nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'un tel groupe qui avait attaqué des entreprises de la base industrielle et technologique de défense en 2021, et donc de mieux comprendre aussi peut-être les liens qu'il peut y avoir entre des hackers et des services de renseignement. Dans tous les services de renseignement, maintenant, il y a des hackers. Alors ça, c'est le premier point. Alors, nous, ce qu'on constate au niveau de la DRSD, c'est que la menace principale pour les entreprises, aujourd'hui, ce sont les rançongiciels. Le hameçonnage et le harponnage, c'est-à-dire du hameçonnage très ciblé. Et ce phénomène est en forte montée en puissance, hein, puisque les chiffres qui ont été produits par le GIP ACIMA, le groupe d'interprofessionnels d'Action contre la cybermalveillance, sont de plus 95% en 2021. Tout ceci a été renforcé aussi par la crise Covid, puisque nous, on avait observé en 2019, première phase de crise Covid, une multiplication par 3 des rançongiciels liés justement à la mise en œuvre du télétravail dans toutes les entreprises. Donc il y a un lien entre les deux. L'intérêt de cette cybercriminalité, c'est que c'est peu risqué. C'est que les gens sont à l'étranger, donc prennent peu de risques au niveau judiciaire, et c'est extrêmement rentable. Extrêmement rentable. Le groupe Conti a annoncé un peu les chiffres qu'ils ont, de l'argent qu'ils ont accumulé, c'est énorme. Alors pour les entreprises, par contre, c'est un coût économique très fort, puisque l'entreprise qui est attaquée, qui voit ses données cryptées et qui ne peut plus y avoir accès, fait que son outil de production tombe. Donc c'est un premier coût. Et puis le deuxième coût, c'est que très souvent, il faut faire appel à une entreprise pour remédier, c'est un deuxième coût financier. Pour des grands groupes, c'est peut-être pas très difficile, ça peut être moins important. Pour une petite entreprise, ça peut être très compliqué et ça peut souvent arriver à un dépôt de bilan. Il y a un risque réputationnel. Très clairement, quand on a été attaqué au niveau cyber, on prend au niveau réputation un coup. Et puis troisièmement, ça peut avoir une conséquence stratégique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une exfiltration de données. Et donc à ce moment-là, c'est le capital de l'entreprise, c'est-à-dire son savoir-faire qui peut avoir disparu. Donc on en vient au cyberespionnage. Le cyberespionnage, vu de la DRSD, c'est moins fréquent. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est tout simplement, c'est peut-être beaucoup plus sophistiqué et moins détectable. Donc la difficulté aujourd'hui, parce que quand on veut cyberespionner, quand on veut mettre un agent pour aller espionner sur les systèmes d'information, l'objectif c'est de ne pas être détecté. Donc très clairement par rapport au rançongiciel, évidemment le rançongiciel on a tout de suite l'impact et donc on sait, tandis que le cyberespionnage, l'exemple c'est SolarWinds, avec la mise à jour du logiciel Orion, a montré que, on ne sait pas depuis combien de temps, le virus était en place dans les systèmes d'information. Par contre, on sait qu'il y a plusieurs milliers
de victimes qui ont été atteintes par le logiciel Orion et donc par l'affaire SolarWinds. Donc ces attaques sont de très haut niveau technologique. Et donc c'est pour ça que très souvent elles sont liées à des capacités étatiques. Et donc l'objectif de ces actions, c'est bien d'exfiltrer de l'information sensible le plus longtemps possible, et donc c'est le moins visible. Donc il y a bien des liens entre cybercriminalité, cyberespionnage et probablement services de renseignement étrangers. Si on revient à l'affaire ukrainienne, en 2017, il y avait eu l'attaque par le virus NotPetya, là, et qui avait permis d'avoir des actions de sabotage. Donc ça avait eu un fort impact ukrainien. Ça a permis néanmoins d'alerter l'ensemble de la communauté cyber et donc de se prémunir. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2017 dans ce domaine-là et qui ont été couplées justement et reprises ensuite par l'ANSSI dans le cadre de la stratégie cyber. Bien sûr, il y a aussi des actions dans le champ informationnel avec des volontés d'influence sur les populations. Donc aujourd'hui, très clairement, si on revient sur la DRSD, on voit une augmentation très sensible des rançongiciels. On a quelques cas de cyberespionnage, mais ce n'est pas la grande majorité. Et troisièmement, il y a pour le moment pas de vision de sabotage. Donc si on en revient à la crise ukrainienne, on n'a pas eu d'action russe contre aujourd'hui des entreprises françaises. Néanmoins, ça pourrait très bien venir dans l'avenir si la crise dure et si évidemment il y a une pression politique des deux côtés. Ce sera une forme de représailles. Merci, Général. Un mot, peut-être, Gabriel? Alors, je considère que nous sommes une infrastructure critique. Premier élément, c'est-à-dire que les systèmes d'information de la Poste, 3000 systèmes d'information et applications, les clients, les données dont on a parlé. Donc effectivement, ça crée une infrastructure critique. Si ça tombe, ça va se voir. On paye, on est le premier payeur de prestations sociales en France. Donc 1 500 000 personnes viennent tous les mois, ça fait une semaine qu'ils n'ont plus d'argent. Si on ne les paye pas entre le 5 et le 9 du mois, on va avoir un problème social considérable. Autre élément, le télétravail. Je pense que ça, c'est une constante pour toutes les entreprises. On vit dans un monde de télétravail. Donc on s'éloigne de nos moyens de protection classiques. Le déroulement des attaques cyber, donc la volumétrie, la hausse en volumétrie, mars 2020, mai 2020, plus 400% d'attaques de phishing, observées par le SOC de la Poste. Le niveau moyen des attaques en 2019, les pics d'attaques, on était confrontés à 200 sites de phishing mensuels qui contrefaisaient la marque La Poste. En 2021, on est à des pics de 3000, 3500 mensuels. Donc voilà le monde dans lequel on vit. Le cyberespionnage, je ne le dissocie pas des autres modes d'action cyber. C'est-à-dire que une attaque cyber, ce sont des briques Lego qu'on assemble pour un objectif qu'on s'assigne. C'est-à-dire que le phishing, l'engineering social, c'est un moyen de rentrer. Et ensuite, en fonction des buts ou de l'effet final recherché, pour utiliser un champ sémantique dans lequel j'ai baigné il y a quelques années, effectivement, l'attaquant va utiliser ce dont il a besoin. Dans le contexte actuel, je considère qu'on est une infrastructure critique et que je suis exposé aussi par l'ensemble de mes collaborateurs. La problématique de l'entreprise, c'est comment éviter l'erreur humaine. 80% des fuites de données ont une origine humaine. 80% des cyberattaques réussies sont le résultat de quelqu'un qui ouvre la porte. Alors, je ne parle pas des belles institutions qui ont une culture solide sur le sujet de protection de l'information, etc. Mais n'importe qui, à un moment, peut être fatigué, cliquer sur le mauvais lien. Voilà comment on se prémunit. Donc moi, ma problématique est là. Et puis, dans le contexte international, on sait
classer nos attaquants par différents niveaux. Donc, traditionnellement, on parle des attaquants qui ont des motivations ludiques, ce qu'on va appeler les script kiddies. Ensuite, on va avoir des gens qui ont des motivations plus ou moins politiques, idéologiques. On va avoir des cybercriminels. Et fin de spectre, on va avoir des services étatiques. Pour les entreprises, se protéger contre des services étatiques, ça n'a pas de sens. On n'a pas les moyens d'atteindre ce niveau de résilience. Donc, dans la vie des entreprises, la protection de l'information, c'est déjà se protéger contre tous les niveaux d'attaque menés par des gens qui ne doivent pas rentrer parce que c'est trivial. Et ensuite, on essaye de monter le niveau. Quand on est aussi gros que la Poste, on sait bien qu'il n'y a nulle part où se cacher. On n'ira pas taper un de nos concurrents. Si on protège la banque postale, peut-être qu'une autre banque sera tapée. Mais sur l'ensemble du périmètre, on sait qu'on reste exposé. Voilà l'état de la menace. Et pour revenir sur l'exemple de NotPetya, ce qui était intéressant, c'est que NotPetya est intervenu 6 semaines après WannaCry et que ce sont des attaques qui reposaient sur une boîte à outils exposée par l'agence, par la NSA, volée par des hackers et qui permettait d'exploiter des vulnérabilités inconnues, ce qu'on appelle poliment des zero-day dans notre jargon. Et moi, ce qui m'embête aujourd'hui, et je vous l'avais écrit dans la préparation de notre table ronde, c'est ce que je ne sais pas. Et principalement, la préoccupation des entreprises doit être d'être capable de réagir au plus vite sur une vulnérabilité qu'on ne connaît pas. Et donc, toute la réflexion, elle est là. Il y a des services compétents pour nous protéger, mais on est responsable de notre propre protection. Voilà là où j'en suis. Et si la crise dure en Ukraine et qu'il y a des mesures de rétorsion prises par des acteurs impliqués dans le conflit du fait de la pression économique qu'ils subissent, eh ben, j'ai peur qu'on soit exposé à des menaces que nous ne connaissons pas ou à l'exploitation de vulnérabilités que nous ne connaissons pas, puisque bien évidemment, ça a une valeur inestimable si on veut casser une infrastructure critique. Merci Gabriel Debrosse. Donc on reviendra sur vos préconisations aussi de comment, un peu plus tard dans la discussion, comment se protéger en fin de compte. Guillaume, votre regard sur la menace aujourd'hui ? Ouais, quelques mots pour compléter. L'état de la menace vu de la DGSI, il est très préoccupant. Hein. Alors c'est pas crier au loup que de dire ça. On voit constamment une actualité cyber qui défraye la chronique. Pourquoi est-ce que c'est aussi inquiétant, si je puis dire ? D'une part parce que les acteurs qui ont la volonté d'utiliser l'arme cyber sont de plus en plus nombreux. Alors évidemment, ce sont les services étatiques, mais il y a aussi une galaxie cybercriminelle qui est en pleine efflorescence. Donc beaucoup d'acteurs qui veulent utiliser cette arme. On a également une baisse du coût du ticket d'entrée dans le club des gens qui possèdent l'arme cyber. Alors ça, je renvoie à l'affaire qui a défrayé la chronique l'été dernier avec l'outil Pegasus de la société NSO, où là on s'est rendu compte finalement qu'il y avait énormément de pays qu'on n'aurait pas forcément classés comme étant des menaces cyber contre la France ou contre d'autres pays occidentaux, qui finalement devenaient une menace parce qu'elles avaient accès, en payant une somme qui est finalement assez modique pour un État, à des armes cyber qui sont extrêmement efficaces, comme ce qu'on a pu voir dans la presse. Donc voilà, un état de la menace qui est très préoccupant. Il existe une menace du cyberespionnage. Moi, je renvoie tout simplement à une communication qui a été faite par l'ANSSI assez récemment sur un mode opératoire qui est attribué à la Chine, qui est APT31, où effectivement, on se rend compte que des États ciblent des victimes françaises, notamment à des fins d'espionnage. Donc, c'est pas du tout une vue de l'esprit.
c'est quelque chose qui existe. Alors certes, on a affaire à des acteurs qui utilisent beaucoup de moyens, qui ont des compétences extrêmement fortes et une volonté extrêmement forte d'aboutir, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en protéger. Oui, c'est effectivement, c'est très complexe de se protéger totalement. Oui, un État qui souhaite porter atteinte à une structure, notamment privée, parviendra à ses fins tôt ou tard. En revanche, et ça a été dit par Gabriel, beaucoup d'attaques sont menées grâce à des erreurs humaines. C'est la fameuse interface chaise-clavier où finalement, pour se protéger, un niveau de protection bien supérieur peut être atteint uniquement avec des mesures comportementales assez simples et le suivi des conseils d'hygiène numérique qui sont prodigués. Donc voilà, il ne faut pas perdre ça de vue et il faut toujours essayer de respecter ces conseils qui sont finalement assez simples, mais qui permettent de mitiger la menace de façon assez importante. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être que l'on pourrait justement, finalement, que l'on soit des entreprises ou des organisations publiques, étatiques, on est tous confrontés à la menace. Comment se prépare-t-on aujourd'hui face à la menace du cyberespionnage ? J'ai l'honneur d'inaugurer la réponse à cette question qui est un petit peu compliquée, mais vu du CICE, on est un service de veille. Dans notre métier, il y a la collecte et l'exploitation de l'information stratégique. Et donc, ce qu'il faut qu'on puisse garantir, je dirais, c'est une exigence de base de protection du service, c'est l'intégrité de cette chaîne de collecte et de traitement de l'information. Et l'information est extrêmement diverse. Il y a beaucoup de renseignements économiques grâce à nos collègues, des GSI, des RSD et puis les autres acteurs de la communauté du renseignement. Il y a aussi des informations qui ne sont pas aussi sensibles que le renseignement classifié, mais qui sont quand même sensibles, qui relèvent du secret des affaires, typiquement, des entreprises qui nous parlent, des informations qu'on a besoin de protéger sans forcément les classifier. Et puis on a de la source ouverte, tout ce qui est OSINT et compagnie. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à avoir un système à la fois suffisamment protégé pour protéger ce qui doit l'être parmi les informations les plus sensibles. Et encore une fois, il y a des niveaux de sensibilité dans l'information. Et en même temps, de pouvoir les traiter de manière assez dynamique. Et c'est là qu'on peut avoir un arbitrage potentiellement entre notre capacité à exploiter cette data avec des outils de machine learning, des outils big data, intelligence artificielle, algo, etc. Et la non-porosité naturelle de ces informations, parce que certaines ont des niveaux de sensibilité supérieurs à d'autres. Et donc notre équation, elle est un petit peu complexe, évidemment. Et notamment parce que notre valeur ajoutée est aussi dans l'agrégation de l'information. Donc on arrive à mélanger du renseignement et puis des informations un petit peu différentes qui remettent en perspective le renseignement et qui vont derrière produire des décisions qu'on va recommander à nos autorités, au ministre de l'économie, au Premier ministre, au président de la République. Et ça montre du coup l'importance de disposer évidemment d'une forme d'autonomie stratégique, enfin de réduire notre dépendance aux solutions étrangères. Je crois qu'on ne peut pas juste se défendre, il faut aussi qu'on puisse disposer d'un tissu industriel, d'un écosystème de solutions françaises et européennes qui nous permettent de nous affranchir dans une certaine mesure de cette dépendance étrangère, qui est une dépendance qui est à la fois technologique, qui est commerciale et qui est amplifiée par ce que je disais tout à l'heure sur l'extraterritorialité du droit. Quand on s'en remet à un opérateur étranger qui est soumis lui-même à des législations qui sont assez intrusives et qui lui demandent explicitement d'aller capter de la data un peu partout dans le monde par des voies légales et de les faire remonter à des autorités étrangères, évidemment, nous, on est en risque si on travaille avec ces acteurs-là. Donc, dans notre mission au CICE, quelque part, implicitement, il y a aussi une mission de politique industrielle. Et donc, tout ça souligne vraiment l'importance du travail qui est fait aussi à Bercy sur la politique industrielle du numérique, sur la politique industrielle du cyber, en lien avec Matignon, avec les programmes d'investissement d'avenir, France 2030. On ne peut pas penser aujourd'hui une politique de sécurité économique et de souveraineté économique efficace sans ce pilier de politique industrielle, qui était un gros mot encore il y a quelques années. La France était un petit peu seule dans le concert des nations en Europe à dire il faut faire des politiques industrielles verticales, il faut recréer du tissu économique en Europe. Maintenant, c'est plus un gros mot, l'Europe a complètement enfourché ce cheval et c'est une bonne chose. Et donc ça illustre bien la nécessité pour nous de penser, au-delà de penser non seulement défensif, c'est-à-dire comment on se protège de toutes les menaces que je vous ai énumérées, mais aussi comment on arrive à recréer des alternatives en France et en Europe,
à ces acteurs étrangers qui sont quand même assez largement dominants en matière numérique. Et ça, à l'usage, l'expérience de notre politique de sécurité économique montre qu'on ne peut pas être juste efficace avec un bouclier. Et donc, nous, lorsqu'on a du mal à trouver des solutions, c'est parce qu'il n'y a pas d'acteur français qui est capable de se substituer à un repreneur étranger. Et ça arrive encore, puisqu'on est dans une phase où on doit recréer du tissu industriel. Et il nous faut, évidemment, pour que l'entreprise, pour que la start-up, pour prendre un exemple concret, française, trouve quand même un intérêt à se faire racheter par autre chose qu'un acteur étranger, il faut que ça puisse se faire avec un niveau de technologie élevé, avec une offre qui est aussi valorisante financièrement. On ne veut pas détruire de la valeur si on peut l'éviter. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des acteurs français et européens qui soient capables de se substituer, parfois au pied levé d'ailleurs, à une solution étrangère. Donc voilà, vraiment la souveraineté économique, c'est 2 piliers. Hein. C'est une politique industrielle et une politique de sécurité économique qui ont beaucoup avancé ces dernières années. Merci. Donc lutter contre le cyberespionnage. Vaste sujet, je pense qu'il y a des actions très concrètes. Tout d'abord, il faut sensibiliser les gens. C'est-à-dire que, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, très souvent, il y a à l'origine d'un cyberespionnage, d'une attaque rançongiciel, il y a une maladresse humaine. Donc il faut sensibiliser le maximum d'acteurs et le refaire régulièrement. C'est-à-dire que c'est en permanence. Nous, la DRSD, on fait ça en permanence avec toutes les entreprises, avec tous les acteurs que l'on rencontre. La deuxième chose, je pense, c'est l'échange d'informations. Il faut vraiment que l'information circule sur les attaques, les caractéristiques des attaques, les marqueurs, de façon à ce qu'on puisse prévenir ceux qui n'ont pas encore été attaqués. Très clairement, lorsqu'une première entreprise a été attaquée, on voit souvent que ça peut se reproduire dans une autre entreprise du même type. Donc l'idée, c'est de prévenir les entreprises de façon à ce qu'elles rehaussent à ce moment-là leur niveau de protection. Troisièmement, il faut s'investir, c'est-à-dire qu'il faut y consacrer du temps, des moyens et de la ressource humaine. Donc il faut, je pense, faire d'une grande cause commune de développer une cyber-RH française dans nos écoles, hein, encore plus, c'est-à-dire que ces gens-là sont sûrs de trouver du travail en sortant de leurs études. Et dans ce domaine-là, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de ressources humaines adaptées à la menace actuelle. Troisièmement, donc cet échange d'informations, il a lieu entre tous les acteurs. Donc il y en a un certain nombre qui sont représentés ici. Il y en a plein qui sont présents, mais il y a l'ANSSI aussi qui vraiment est un peu un donneur d'ordre et un petit peu le centralisateur de tout ça. Il y a le GIP ACIMA qui fait énormément dans le domaine de la prévention. Il y a tous les services de renseignement. Il y a le ComCyber dans les armées. Donc voilà, donc tous ces acteurs travaillent ensemble, échangent beaucoup. Et puis il faut après aller vers les entreprises. Donc je crois beaucoup dans la mise en place de certes régionaux tels que ça a été promu dans la doctrine cyber qu'a vendu l'ANSSI. Et très clairement, là-dessus, il y a aussi après les certes sectoriels. Et nous, la DRSD, nous allons créer un CERT sectoriel BITD donc, en 2023 qui sera expérimenté dès cette année et qui permettra aux entreprises d'avoir l'accès aux informations qui leur permettront justement de se prémunir des futures attaques. Donc c'est sur ce domaine-là qu'il faut évidemment faire effort et il faut que l'interconnexion de ces différents CERT ou ces CIRT se fasse très vite. Et évidemment, le campus cyber va le permettre, justement, c'est aussi de renforcer et d'aller plus vite dans le domaine de l'échange d'informations. C'est toute la doctrine qui est actuellement en cours. Donc je pense qu'il y a l'intérêt, l'optimisme, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience actuellement dans le domaine de la menace. Donc ça, c'est le point positif. Il y a des mesures qui sont mises en œuvre. Maintenant, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut des moyens, et surtout des moyens humains. Et sur le domaine de la souveraineté, je pense qu'il faut développer des outils. Donc là, très clairement, il y a des tas de réflexions sur le cloud souverain, sur des choses comme ça. Et donc, évidemment, ce sont des sujets majeurs sur lesquels il faut investir et sur lesquels la France doit investir. Nous, au niveau de la DRSD, donc au niveau modeste de la DRSD, nous avons développé un outil souverain de collecte de données, alors qu'il y avait des outils étrangers qui étaient accessibles et qui fonctionnent très très bien. La ministre a décidé de développer une solution souveraine. Donc c'est un investissement financier, c'est un investissement humain avec une entreprise purement française. Et c'est évidemment, à mon avis, un modèle à reproduire. Et c'est ce que nous faisons. Nous, en fait, nous travaillons vraiment pour ce qui est un service de renseignement sur nos données. Nos données sont conservées chez nous, évidemment. Il y a des redondances. Les mises à jour, évidemment, sont faites en permanence. Des choses simples, en fait, c'est de l'hygiène quotidienne, cybernétique, qui permet évidemment de se prémunir d'une action cyber. Merci, Général. Alors, comment on se protège contre le cyberespionnage ? Donc, la question est vaste. Et comme souvent, pour aller du général au particulier, il faut qu'on la casse.
C'est-à-dire qu'il faut se dire, j'ai besoin de protéger tel segment de telle manière, j'ai besoin de protéger telle population de telle manière. Et donc, effectivement, ça demande de poser un plan de cyberdéfense qui est une réponse adaptée sur l'ensemble des populations. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit 260 000 personnes à former, j'ai les membres du COMEX. Mon COMEX, ils sont 10. Ils sont 10, ils ont des informations à très haute valeur, ils ont accès à tout, ils n'ont pas le temps de suivre des cours de cybersécurité. Comment est-ce que je les protège? Ensuite, je segmente toujours. Je dis, bon, j'ai 260 000 utilisateurs, combien d'administrateurs des systèmes d'information? Et comment cela, je les isole, je les mets dans une boîte pour être sûr qu'ils ne puissent pas, de manière triviale, intervenir n'importe où, à distance, sur un système d'information. Donc, c'est un effort de tous les instants que de tout casser. Et de dire, voilà, l'attaquant construit son attaque avec ses Legos, il attaque mon château fort en Lego, et donc dans mon château fort en Lego, j'essaye de protéger chaque brique. Et c'est ce qui demande beaucoup, beaucoup de temps pour avoir une vision complète. Et les deux priorités, peu importe que le cyberespionnage soit la finalité de l'action du cyberattaquant, mais j'ai deux priorités, c'est être sûr que mes données, je puisse les restaurer si jamais je me suis planté. Donc ça, c'est les sauvegardes. Et le deuxième sujet, c'était ma conclusion d'avant, c'est protection des vulnérabilités. Ça sort tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles sont parfois étiquetées Microsoft, qu'effectivement, quand on parle de SolarWinds, donc on sait que ça va arriver. Et effectivement, notre vigilance majeure en tant qu'entreprise, c'est de faire attention à ça. Voilà. Merci. Je voulais rajouter également qu'il ne faut surtout pas faire preuve de naïveté. C'est-à-dire que très souvent, nous, la DGSI, quand on rencontre des victimes avérées ou des victimes potentielles, ils s'étonnent de ce qu'on puisse venir les voir et de ce qu'on puisse finalement se pencher sur ces questions-là. Au prétexte que c'est une petite boîte, il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est un petit chiffre d'affaires, il n'y a pas de concurrence internationale, etc. etc. Il faut bien avoir conscience que tout le monde peut être victime pour des raisons qui peuvent être très diverses. Ça peut être évidemment de la concurrence économique, hein, ça c'est ce à quoi tout le monde peut penser. Ça peut être du cyberespionnage, c'est-à-dire que la boîte en question détient des informations qui intéressent un acteur tiers. Ça, elle n'a pas forcément conscience de la valeur de ces informations. C'est pourquoi il faut garder à l'esprit que ça peut toujours arriver, quelle que soit la nature de l'activité. Ça peut être également des attaques par opportunisme. On voit beaucoup, notamment de modes opératoires étatiques, qui s'en prennent à certains acteurs. Quand on se penche sur la question, on voit mal quel est l'intérêt finalement, quel est l'axe de recherche qui est poursuivi en s'en prenant à telle ou telle victime. C'est tout simplement parce que cette boîte-là, elle était vulnérable. Effectivement, elle n'avait pas patché les dernières CVE, etc. Et finalement, l'attaquant a pris pied chez cet acteur-là, soit tout simplement dans un but de prépositionnement, soit pour vider les informations et les renseignements qu'elle possède, parce que dans l'esprit d'un service adverse ou même d'un acteur privé, ça peut toujours servir par la suite. Donc il ne faut surtout pas de fausse naïveté par rapport à tout ça. Tout le monde peut être victime, quel que soit encore une fois, son activité, son niveau d'activité. Et puis le deuxième point, tout le monde peut être victime. Pardon ? Oui, j'ai un trou de mémoire, exactement. Bon, ça me revient. Je reprendrai le micro à ce moment-là. Pardon. J'en profitais pour dire des horreurs, parce que j'ai oublié de le faire, et l'heure du déjeuner arrive. Je suis embêté aussi par la multiplicité des acteurs qui sont censés être responsables des sujets de cyberprotection en France. C'est-à-dire qu'effectivement, ACIMA traite une partie du segment, l'ANSSI traite une autre partie du segment,
On a une multiplicité d'acteurs, on a une multiplicité de structures qui vont se développer. Et à l'inverse de ce que je disais, moi, mon problème, directeur cyber, c'est de casser un problème compliqué en petits problèmes simples. Quand je regarde l'écosystème français, j'ai beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures à protéger, à qui on dit « Ah mais tout existe, servez-vous et allez à tel endroit, vous trouverez la solution, etc. » Et en fait, ce qui manque, à mon sens, c'est la réponse globale. Ce qui manque, c'est la réponse globale. Parce que fondamentalement, prenons la problématique à l'envers. Vous êtes responsable d'une petite administration, d'une commune, vous êtes responsable d'une entreprise. Alors, dans la commune, les revenus sont garantis par l'impôt. Vous êtes responsable d'une boîte, votre problématique, c'est la trésorerie. Comment vous payez vos gens, et ainsi de suite. Votre temps de cerveau disponible pour la cyber est simple. Et on dit qu'il faut que vous régliez votre problème de cyber. Si on n'arrive pas avec une réponse globale, c'est-à-dire vous avez un problème, voici la réponse, je dis, mais alors, on va vous trouver un truc pour la sensibilisation. On va vous trouver des services managés. On va vous trouver ceci, cela. Vous n'avez pas de réponse. Vous avez dépensé de l'argent, vous avez pris une action, et tout ce que vous savez, c'est que vous avez 80 ou 90% de votre périmètre qui n'est pas couvert, et vous savez que vous ne savez pas quel est votre périmètre. Donc là, il y a un moment où effectivement, on a tous conscience de ce qui devrait être fait, et la priorité à l'avenir, c'est de se dire quelles sont en PAC des réponses globales qu'on va apporter à des gens qui n'ont pas de temps à y consacrer. Leur job, c'est faire tourner la société, gagner de l'argent, nous permettre de vivre ensemble tout ce qu'on veut. Et donc, au niveau de la cybersécurité, c'est de se dire il faut qu'on arrive avec des packs de réponses complets. On pose une question, on a une seule réponse. C'est ce que fait un petit peu l'ANSSI aussi à l'heure actuelle, dans la sensibilisation, dans l'accompagnement, on va dire, des collectivités territoriales, par exemple, non ? Alors, le pack initial et le pack relais de France Relance m'intéressent énormément. Il y en a 600 qui ont été débloqués environ, il en reste quelques dizaines. Le budget global qui était engagé derrière cette opération était, sauf erreur de ma part, et je fais attention parce qu'il y a des gens qui savent, de l'ordre de 136 millions d'euros. Effectivement, ce qui est intéressant, il y a deux choses dans cette initiative. La première, le pack initial, c'est comprenez votre situation. En fonction de votre niveau de départ, parce qu'effectivement, on n'est pas tous égaux, eh bien, vous allez pouvoir consommer de la prestation. Si vous allez au bout du chemin, à ce moment-là, on va vous demander d'abonder de 30% du montant total de la subvention, l'argent qui vous aura été versé, vous rajoutez 30%, vous allez au bout du chemin pour la première année. Ça veut dire 90 000 euros plus 30% ou 140 000 euros plus 30%, notamment pour les établissements de santé. C'est extrêmement intéressant. Ça, c'est 2020-2021. 600, 700. J'ai combien de communes en France ? Et donc, le truc, c'est oui, voilà, moi je vois William au fond et il faut que j'aille lui tirer la manche, enfin, pas faire la manche, mais lui dire qu'est-ce qu'on fait après. Mais le vrai sujet est là. On aura fait 700, on aura fait 800. Effectivement, la période actuelle, c'est la période d'élection présidentielle. Comment est-ce qu'on embraye derrière ? Est-ce que les priorités cyber qui étaient remontées assez naturellement avec le contexte de Covid seront toujours aussi, prégnantes, j'aime pas le mot, mais importantes après l'élection présidentielle ? Est-ce qu'on n'aura pas une problématique plus importante qui sera crise économique, qui sera croissance, qui sera stagflation, etc. Je ne sais pas. Moi, dans mon métier cyber, je suis curieux de savoir si ce qu'on a fait en 2020-2021, on peut embrayer pour couvrir l'ensemble du spectre. Oui, en fait, c'est un petit peu de se dire si ce plan de relance est suffisant en fait, pour faire face à la menace présente et future. J'ai envie de vous dire, je n'ai pas envie de plan de relance. Je suis désolé, je monopolise la parole, c'est très mal poli. Mais je n'ai pas envie de plan de relance. Ce que je veux, c'est qu'on soit capable, au niveau des acteurs français, de créer des structures qui vont créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, à mon sens,
J'ai passé 27 ans dans l'armée, hein, donc je ne suis pas un grand businessman. Mais on n'a pas besoin de demander de l'argent à l'État qu'il le collecte pour nous le rendre. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée des structures qui créent de la valeur, parce que cette cyber, elle a une valeur, elle va éduquer tout le monde et ça va avoir un effet vertueux. Il faut qu'on crée dans l'écosystème cyber cette source de valeur. Et à ce moment-là, ça créera du revenu et ça créera de la croissance aussi. Donc c'est là où il faut mettre les choses dans l'ordre. Merci. Alors, on arrive pratiquement au terme de cette table ronde. J'aimerais qu'on prenne des questions qui sont dans la salle et celles qui sont aussi à distance. Alors, je viens d'en recevoir une à distance. Le rachat des je lis donc le rachat des turbines Arabelle par Rasatom est-il considéré comme un risque économique pour les intérêts stratégiques, entre parenthèses nucléaires français? Alors, je ne ferai aucun commentaire sur des cas particuliers d'entreprises, surtout si c'est des entreprises cotées, vous comprendrez évidemment pourquoi. Bien sûr. En tous les cas, nous, notre plateforme de traitement des alertes nous permet de déterminer assez rapidement si c'est une alerte qui est stratégique ou pas, si c'est une alerte pour la sécurité économique ou pas. Si l'entreprise, elle produit des choses qui n'ont aucun rapport avec la souveraineté, qui ne sont pas critiques pour une chaîne de valeur, on va assez rapidement écarter l'alerte en se disant c'est pas une alerte et c'est traité par d'autres moyens dans l'État. En tous les cas, c'est pas une alerte de sécurité économique. En revanche, quand on est en présence d'un acteur qui est listé comme étant stratégique ou qui est sur une technologie critique ou un laboratoire qui là encore est sensible, et si on est en présence d'un acteur étranger qu'on connaît, dans ce cas, on entre dans le système de la politique de sécurité économique. Et le cyber n'est évidemment pas épargné par ça, puisqu'on a des rachats de boîtes cyber. Ça, on en a quand même observé quelques-uns au cours des dernières années. On aurait préféré que ça ne se fasse pas, mais parfois, en absence d'alternative, on en est réduit, et c'est déjà pas mal, à encadrer ces deals qui se font pour obtenir des garanties de souveraineté. Donc ça, c'est quand même un aspect important. Un autre aspect sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est... pas directement capitalistique, mais de la menace juridique qui peut porter sur des boîtes cyber. On a une boîte cyber qui a été confrontée à un procès dans une juridiction étrangère, qui s'est traduit par des frais d'avocat assez importants, qui a été intenté par son grand concurrent qui avait un chiffre d'affaires 40 fois supérieur au sien, avec des demandes d'informations sensibles qui passaient par de la voie légale, judiciaire dans ce pays-là. Et cette entreprise-là a été mise très, très en difficulté par ce procès. Et donc nous, on l'a accompagnée de manière longitudinale sur tous les aspects, c'est-à-dire protection de la donnée sensible et accompagnement financier, parce que tant que le procès était en cours, cette entreprise ne pouvait pas effectuer sa levée de fonds, donc était entravée dans son développement. Donc on voit là encore que nous, on essaie d'adapter notre réponse à la palette des menaces que l'on voit. Et donc la question capitalistique qui se posait au départ à travers cette question-là est uniquement un des aspects du prisme de menaces que l'on traite. Et j'en profite juste pour dire un tout petit mot pour rebondir sur ce que vous disiez sur la nécessité d'une approche globale. Je n'ai pas envie d'être applaudi, mais simplement de vendre un petit peu mon concept de sécurité économique, c'est que le cyber, c'est une des fenêtres d'entrée dans les vulnérabilités de l'entreprise. Et donc nous, ce que l'on cherche à promouvoir chez les entreprises, à travers le cyber et à travers autre chose, c'est une approche globale de la sécurité économique pour l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi de la sensibilisation sur la nécessité d'avoir une protection qui passe par de l'informationnel, par de l'humain, par de la technique, par de la protection des sites et évidemment par du cyber. Et donc l'un des enjeux qu'on a, nous, sans doute, au cours des prochaines années, c'est de faire en sorte que l'ensemble du tissu économique français, l'ensemble des laboratoires montent en maturité en matière de sécurité économique pour mieux se protéger. Et donc ça déborde assez largement du risque cyber lui-même, mais qui est, je dirais, un bon tremplin pour faire de la sensibilisation aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ? Un, deux. Bernard Barbier. Je voudrais parler d'un cas concret concerné. C'est sur... il y a une révolution technologique qui se fait dans les outils de cyberdéfense, qui sont le passage de l'antivirus à un outil qui utilise énormément d'intelligence artificielle dans l'apprentissage, qu'on appelle EDR-XDR. Tous les grands groupes du CAC 40 sont en train de... c'est quasiment maintenant une obligation d'avoir un EDR-XDR chez soi. La question est simple, je suis ça de très près. Toutes les grandes entreprises du CAC 40 sont quasiment à 90% en train d'acheter un des 4 ou 5 grands outils israélo-américains. C'est un superbe outil de cyberespionnage, puisque dans chaque poste de travail, vous pompez des logs, toutes les secondes, il y a plein de logs qui partent dans un
un data lake qui souvent est chez Amazon, donc soumis au Cloud Act. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un ou deux acteurs français qui émergent. Là, on a 1 ou 2 ans pour réagir. Si vous ne faites rien, dans 2 ans, toutes les grandes entreprises du CAC 40 auront un superbe outil de cyberespionnage installé dans tous leurs postes de travail. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il n'y a pas de fatalité sur l'achat de la solution étrangère. Mais effectivement, sur les solutions XDR, EDR, votre analyse est parfaite. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que dans la gestion du risque cyber, on doit transférer le risque à probabilité faible et à impact fort vers de la cyberassurance. Donc, on vit dans un monde où le cyberassureur dit « vous devez avoir un EDR ou un XDR ». Vous devez avoir des solutions d'authentification fortes. Et tous les ans, les directeurs cyber de tous les groupes du CAC 40 et d'autres prennent leur bâton de pèlerin et répondent à l'ensemble des questionnaires des assureurs. Et la capacité d'assurance et de cyberassurance ne se trouve pas en France. Donc, nous traitons directement avec, pour l'essentiel, des compagnies d'assurance étrangères et qui nous disent ce qu'il faut qu'on fasse. Sur les acteurs français, il y en a 2 principaux aujourd'hui, à mon sens. Je fais attention, mais pour moi, il y a Tetris et Arfang Lab qui sont 2 acteurs français. Effectivement, soutenir leur développement, soutenir des choix technologiques, ça semble naturel. La vie des entreprises, le code des marchés publics, le droit de la concurrence font qu'on est dans un univers compliqué. Quand on est dans un univers compliqué, quand on fait un appel d'offres, on est obligé de recevoir les réponses de l'ensemble des acteurs et on est obligé d'étudier toutes les réponses. Et on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde de juristes. On est dans un monde de juristes. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Geoffrey, peut-être un mot ? Ouais, je pense que ce cas de figure, on le rencontre dans pas mal de domaines, hein, hélas. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. C'est actuel, moi j'en vois passer tous les jours, donc ça ne me surprend pas. J'ai pas de réponse ultra satisfaisante, évidemment. Ce que je peux vous répondre, c'est que en fait, la réponse, elle est triple. C'est déjà une réponse juridique, c'est-à-dire que pour les prestataires étrangers qui sont soumis au Cloud Act et à des législations extraterritoriales qui leur donnent des responsabilités de transmission d'informations dans le cadre d'enquêtes administratives ou judiciaires étrangères, on a une réponse juridique. Là, typiquement, je ne sais pas ça, si vous l'avez vu passer, mais on va faire un petit peu de communication là-dessus. On est en train de réformer notre dispositif de blocage, qui est un dispositif qui date de 1968 et qui permet de bloquer en fait la transmission d'informations de souveraineté à des autorités publiques étrangères. C'est la première réforme de ce dispositif depuis 40 ans. Donc on a sorti un décret il y a 2 semaines qui installe mon service d'ailleurs comme guichet unique pour les entreprises qui sont confrontées à des demandes de ce type. Donc il y a quand même un volet de réponse juridique qui est important. Il y a un deuxième volet qui est une réponse de politique industrielle. Et là, c'est une réponse qui est franche de ma part et qui n'est pas totalement satisfaisante non plus. C'est-à-dire qu'on part de situations concurrentielles déséquilibrées. J'en ai parlé tout à l'heure, ça rejoint votre constat. On est sur des secteurs où il y a une domination forte de grandes plateformes étrangères ou de grands acteurs étrangers. Donc tout ce qu'on peut faire à court terme, et ça a été engagé au cours des dernières années, c'est une politique industrielle résolue pour faire émerger des acteurs français et européens suffisamment compétitifs à terme pour faire pièce à ces solutions étrangères. En tous les cas, pour réduire notre dépendance stratégique, pour être honnête. Ça prend du temps, et ça prend plus de temps dans certains secteurs que d'autres. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce laps de temps ? Tant qu'on n'a pas d'acteurs français aussi compétitifs sur toute la palette, alors compétitifs en technologie, compétitifs en prix, et aussi on le voit sur le cloud, la problématique c'est une capacité d'intégration des différentes couches applicatives du cloud, des 3 couches applicatives. Donc nous on fait de la politique industrielle pour pousser ces acteurs français, et en attendant, l'arbitrage est très simple.
soit on décide de se passer massivement de solutions étrangères, et là je ne parle pas de l'État, je parle aussi des entreprises privées qui font leur propre choix, et ça crée des discontinuités importantes par rapport aux besoins des entreprises aujourd'hui, qui migrent dans le cloud massivement aujourd'hui, soit on essaye de trouver des compromis où pendant un certain temps, on doit composer avec des acteurs étrangers et on fait en sorte qu'ils respectent au maximum nos normes et on met des garde-fous de sécurité économique, d'immunité à des législations extraterritoriales. Évidemment que c'est un second best, pour le dire mal. On aimerait pouvoir disposer dans tous les secteurs d'alternatives françaises absolument au niveau, avec la taille, avec la capacité de rayonnement international, mais dans pas mal de secteurs, on n'est qu'au début de ça. Et ce que je peux vous assurer, c'est qu'on est totalement engagé en termes de politique industrielle dans ce domaine-là, mais ça va prendre un petit peu de temps pour porter ses fruits, c'est évident. Merci. Alors, oui. De mon côté. Oui, pardon. Alors, ce n'est pas une question, mais peut-être qu'il faudrait un ministère de la cybersécurité. Vu ce qui se passe maintenant et vu ce que je pense qu'il va se passer dans l'avenir, ça ferait peut-être sens. Alors, je sais qu'il y a des responsables cyber qui sont à peu près dans tous les ministères. Donc ça permet d'avoir une coordination et tout, mais peut-être qu'un ministère de la cybersécurité permettrait de développer plus rapidement les solutions françaises et les solutions souveraines qui devraient équiper nos entreprises, au moins du CAC 40. Ceci n'étant pas une question, il n'y aura pas de réponse. La réponse est dans vos sourires. Non, on a eu 2 secrétaires d'État au numérique. Le premier rattaché au service du Premier ministre dans la foulée de l'élection présidentielle de 2017. Donc, le premier, c'était Mounir Majoubi. Le second, rattaché à Bercy, donc c'est Cédrico. C'est un premier élément de réponse. Donc je ne défends pas le bilan du gouvernement. J'observe néanmoins qu'il y a en France 25 à 26 licornes qui n'existaient pas il y a 5 ans, et qu'effectivement un certain nombre de conditions évoluent. Il s'est créé des fonds d'investissement cyber, notamment Tikahau Partners a monté un truc qui s'appelle, je crois que c'est ACE, le fonds, voilà. ACE. Donc c'est un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. Et je pense on observe malgré... Enfin, c'est difficile de se prononcer sur tout l'écosystème, mais les startups qui n'arrivaient pas à passer au niveau scale-up, c'est en train de changer. Donc, on n'a pas de réponse immédiate, et je reviens sur ce que disait Geoffrey sur le sujet. Ces changements sont voulus depuis 5 ans. Je pense que c'est un effort qui perdurera, en tout cas je le souhaite. Mais est-ce qu'un ministère ait la réponse? Je ne suis pas sûr. Une dernière question. Valérie Béranger-Ford, au Drive. Alors nous, on était avec Cédrico hier soir, puisqu'ils pitchaient tous devant les acteurs du numérique, dont on fait partie. Et on a entendu du coup un Cédrico nous dire que finalement, tout se jouait à la Commission européenne, donc quid du périmètre de ce ministère, compte tenu de notre capacité décisionnaire déjà à un niveau européen. Est-ce que la question vaut pour tous les 4 ? Comment vous répondez à ça en fait ? L'Europe est un horizon complètement indépassable sur ces questions. C'est un peu tarte à la crème de répondre ça, mais ce qui est certain, ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe a pris un virage. Je ne sais pas si ce virage sera à la vitesse, à la cadence qu'il faut, à l'échelle qu'il faut, parce qu'il y a des négociations qui sont assez lourdes, avec des États membres qui ne pensent pas tous pareil que nous dans cette salle aujourd'hui. Il y a une mosaïque d'intérêts économiques, de situations numériques, de dépendance stratégique qui est totalement bariolée. Et donc ce que fait la France, c'est de pousser au maximum ce qui est fait au niveau national à l'échelle européenne. Et on a déjà quand même pas mal d'axes de progrès. On a notamment toutes ces alliances qu'on appelle les PIEC, qui sont des alliances technologiques et industrielles qui se mettent en place dans tout un tas de domaines et qu'on peut assimiler à de la vraie politique industrielle européenne. Sur les batteries, sur le cloud, c'est en train de se faire, en matière de microélectronique, sur la santé. Donc tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Alors on peut toujours discuter de l'échelle, des montants, du nombre d'acteurs, etc., mais ça n'existait pas. On a ces initiatives de régulation en matière de numérique qui sont importantes. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même une bataille tous les jours et qu'elle est menée par la France avec beaucoup de vigueur et beaucoup de courage et qu'il ne faut pas lâcher. Parce que l'Europe, si on est patient, les choses finissent par se faire.
Et avec les crises qu'on a eues ces derniers temps, que ce soit le Covid, la crise russo-ukrainienne, on assiste à des virages stratégiques qui étaient totalement impensables dans plein de domaines. Je peux aussi prendre l'analogie du contrôle des investissements étrangers stratégiques, où l'Europe a mis en place un dispositif de partage d'infos. Il y a de plus en plus d'États européens qui se sont dotés du dispositif analogue à la France. On a été à moins de la moitié il y a quelques années, maintenant on est à plus de la moitié. Donc on est dans des domaines clairement où ça bouge. Et donc Cédrico a évidemment raison de dire que ça se passe évidemment au niveau européen et que nous, on voit naturellement ça comme un débouché de nos efforts nationaux. Si la France n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait, et ça a été rappelé par Gabriel aussi, en termes de financement des écosystèmes, je pense qu'on n'aurait pas eu le poids nécessaire pour que ça bouge à Bruxelles. Merci. Je suis malheureusement obligée de clore cette table ronde. On arrive au terme de notre discussion. Alors, juste pour terminer, je souhaitais vous remercier pour vos témoignages et vos interventions. Je souhaitais aussi remercier les cadettes de la cyber qui ont permis de pouvoir organiser cette table ronde. Et voilà, et je vous invite à passer au déjeuner maintenant et on se retrouvera à 14h.